La mémoire nous construit, inlassablement, jour après jour. Elle nous permet d'avancer, de mûrir, de progresser au fil des années à l'aune de l'expérience acquise. En mettant le passé au présent, la mémoire vous rappelle à chaque instant celle ou celui que vous êtes. Mais votre mémoire possède un côté obscur. Comme le rêve, elle dilue les couleurs, modifie les images et falsifie les histoires. Si nous avons appris une chose à propos de la mémoire, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme un simple enregistreur vidéo, mais plutôt comme une page Wikipédia à laquelle vous pouvez accéder pour la modifier. Les faux souvenirs sont fascinants, car c'est difficile de savoir que ce type de souvenir est faux, puisque forcément vous croyez qu'il est vrai. C'est un secret troublant, tapi dans l'inextricable forêt de neurones qui compose votre cerveau, que les laboratoires du monde entier sont en train de mettre au jour. Pour modifier un souvenir donné ou le retrouver de manière artificielle, nous avons besoin de deux choses. 1. Pouvoir retrouver ce souvenir dans le cerveau. 2. Pouvoir le manipuler. Nos souvenirs sont fragiles, influençables. Et la manipulation de la mémoire en laboratoire est aujourd'hui devenue une réalité scientifique. On peut prendre un souvenir et pendant le sommeil, on peut le rendre agréable ou désagréable. Je pourrais probablement créer un souvenir artificiel dans votre esprit et vous faire un lavage de cerveau. Mais évidemment, nous ne faisons pas cela. Faut-il s'inquiéter de ces expériences? Quelle confiance accorder à ces souvenirs qui vous sont si précieux? Pour quelles raisons saugrenues notre cerveau nous raconte-t-il toutes ces salades? Bienvenue dans le monde déroutant de la mémoire falsifiée. Notre enquête sur les infidélités de notre mémoire commence au sud de Los Angeles, sur le campus de l'université d'Irvine en Californie. Cette voiture, qui a l'air de surgir d'une série B, est celle de la patronne de la brigade scientifique des faux souvenirs. Elizabeth Loftus a été la première à débusquer les faux souvenirs dans notre mémoire. C'était en 1974. Depuis, elle et son équipe n'ont jamais lâché l'affaire. Pour elle, tous les souvenirs sont suspects, et en particulier ceux de notre petite enfance. Si vous chérissez particulièrement les vôtres, alors n'écoutez pas ce qu'elle va vous dire. Quand je regarde cette photo, je vois que je suis avec mon petit frère. Il était né, mais il était encore bébé. Je dois donc avoir 2 ans, 2 ans et demi, mais je n'ai aucun souvenir de ce moment. Et sur celle-là, je vois que je suis avec mes 2 frères et ma cousine. Mais je ne sais pas s'il s'agit de mon premier souvenir ou non. À l'âge adulte, les gens n'ont aucun souvenir concret et fiable de ce qui leur est arrivé au cours des 2 premières années de leur vie. C'est un phénomène qu'on appelle amnésie infantile. Et la plupart des psychologues considèrent que nos souvenirs ne peuvent pas remonter avant l'âge de 3 ans. À cet âge, le développement du cerveau n'est pas terminé et nous avons besoin d'un cerveau suffisamment développé pour fabriquer des souvenirs qui ne seront pas oubliés. Cette aptitude n'existe pas avant 3 ans. Mais alors d'où viennent toutes ces images qui vous trottent dans la tête? Vous les avez reconstruites, tout simplement, en regardant votre album de famille ou en écoutant vos parents raconter votre propre histoire. Et aussi désagréable que cela va vous paraître, vos souvenirs plus récents sont également truffés d'approximations, d'inventions, d'erreurs et de détails rajoutés a posteriori. Pour traquer les faux souvenirs, Elizabeth Loftus est elle-même devenue une manipulatrice, une experte dans la falsification de la mémoire. Sa technique, contaminer les souvenirs avec de fausses informations. Dans son laboratoire de l'Université de Californie, elle a découvert l'effet Bugs Bunny. Seule condition pour ce test, que le sujet ait déjà passé une journée à Disneyland dans son enfance.
Vous allez d'abord répondre à une sorte d'enquête de qualité pour Disneyland. Nous voulons juste savoir quelle a été votre expérience du parc. Vous allez donc lire cette publicité, et lorsque vous aurez terminé, le bouton suivant devrait apparaître ici, et puis vous pourrez continuer. Il est 4 heures de l'après-midi, par une belle journée d'été, quand en passant par la ville des Toons, vous repérez Bugs Bunny, votre héros. Cette affiche a été truquée. Il s'agit d'une fausse publicité. Bugs Bunny n'appartient pas à l'univers de Disney. Influencé par cette fausse information, le sujet est invité à répondre à des questions sur les souvenirs qu'il a gardés de sa vraie visite à Disneyland. Kevin, j'ai terminé. Ok, nous pouvons donc sortir et vous pouvez vous asseoir juste ici. On vous a montré une publicité pour Disney avec Bugs Bunny, puis on vous a demandé si vous vous rappeliez avoir croisé certains personnages lorsque vous étiez là-bas. Vous avez dit avoir vu Bugs Bunny, mais Bugs Bunny est un personnage de la Warner Brothers. Il n'a jamais été à Disneyland. Vous voyez qu'avec une simple suggestion, juste en vous montrant Bugs Bunny dans une publicité, nous pouvons vous faire vous rappeler de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Oui, c'est comme si vous implantiez un faux souvenir. Quand les gens ont commencé à dire « Mais oui, je me souviens, j'ai rencontré Bugs Bunny. Je lui ai serré la main, je lui ai touché la queue, je l'ai entendu dire « Quoi de neuf, docteur ?» Nous savions qu'il se souvenait de quelque chose qui n'avait pas existé. L'effet Bugs Bunny n'est pas un effet isolé. Notre mémoire peut être contaminée, y compris avec des souvenirs très personnels, comme le montre l'expérience de la montgolfière. Parmi 4 photos d'enfance fournies par la famille, on glisse un photomontage où le sujet enfant apparaît dans une montgolfière aux côtés de son père. Une personne sur 3 se fait berner et déclare se souvenir de l'événement. Certains se rappellent même du temps qu'il faisait ce jour qui n'a pourtant jamais existé. De nombreuses fictions se baladent dans notre esprit au milieu de souvenirs qui, par ailleurs, sont à peu près authentiques. Cela rend les gens mal à l'aise de penser qu'ils ne peuvent pas se fier à leurs propres souvenirs. N'allez pas croire que vous êtes immunisés contre les faux souvenirs. Ils s'immiscent partout et chez chacun d'entre nous. En cause, le fonctionnement même de notre cerveau, probablement la machine la plus complexe jamais inventée par le vivant. Le mécanisme de la mémoire commence à peine à se dévoiler. Tout part de nos expériences sensorielles. Ce que nous voyons, entendons ou ressentons pénètre dans notre cerveau. Ces informations convergent alors progressivement vers l'hippocampe, véritable gare de triage de nos perceptions. L'hippocampe traite les informations du monde extérieur et les redistribue ensuite vers les greniers de la mémoire. Ces greniers sont répartis partout dans le cerveau, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Les informations sont stockées dans des petits paquets de neurones plus ou moins interconnectés. Quelle forme prennent alors nos souvenirs? Où se nichent-ils exactement? C'est tout l'enjeu des recherches aujourd'hui. La seule chose certaine, c'est que notre fameux hippocampe fonctionne aussi à l'envers. Au moment de se rappeler, il réveille les neurones de notre mémoire et projette les souvenirs dans notre conscience. Ce mécanisme est subtil, mais aussi fragile. Il nous joue des tours. Il génère de faux souvenirs. Daniel Schachter, l'un des lieutenants de la brigade des faux souvenirs, s'est donc donné pour mission de prendre notre cerveau en flagrant délit de falsification à l'aide de l'imagerie cérébrale. Car une IRM ne ment pas. Mais pour y parvenir, pas question de s'attaquer à un souvenir d'enfance, beaucoup trop compliqué. Comme souvent en science, il faut simplifier le phénomène.
Je vais vous emmener en salle d'imagerie cérébrale. Vous allez passer une IRM. Avec son groupe de Harvard, Daniel Schachter a scanné de nombreux cerveaux pour tenter de découvrir la signature des faux souvenirs. Je vous présente Tammy, qui s'occupe du scanner. Chez lui, pas de détecteur de mensonges, mais une sorte de détecteur de faux souvenirs. Grâce à l'imagerie cérébrale, il espère voir le cerveau se tromper en temps réel. Ok, nous sommes prêts. Vous allez voir une série de formes géométriques apparaître à l'écran. Et je veux que vous fassiez bien attention à chaque forme au moment où elle s'affiche, car je vous poserai des questions à leur sujet plus tard. Le principe de l'expérience est simple. Le sujet doit d'abord mémoriser une série de formes géométriques qui volontairement se ressemblent beaucoup et prêtent à confusion. Ok, maintenant nous allons tester votre mémoire. Je vais vous montrer d'autres formes. Et lorsque vous voyez une forme que vous pensez avoir déjà vue, dites « ancienne ». Lorsque vous en voyez une que vous pensez n'avoir jamais vue, dites « nouvelle ». Difficile pour le sujet de faire la différence entre les formes déjà mémorisées et les nouvelles qui leur ressemblent beaucoup. Mais il ne s'agit pas ici de mesurer une performance de mémorisation. L'expérience est plus subtile. Elle doit permettre de regarder ce qui se passe dans le cerveau à l'insu du sujet, en particulier quand il se trompe, qu'il confond de vraies figures avec des figures qu'il n'a jamais vues. Là, nous observons une partie du cortex visuel située à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital. Cette région du cerveau est plus active lorsque vous reconnaissez une forme qui était vraiment dans la liste que lorsque vous croyez reconnaître une forme qui n'y était pas. Cette partie du cerveau est impliquée dans le traitement de l'information visuelle. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait plus d'informations visuelles pour une forme vraiment déjà vue que pour une forme que vous croyez avoir vue. Le cerveau, lui, fait donc bien la différence entre un vrai et un faux souvenir. C'est ce que montre le scanner. Mais il discrimine le vrai du faux à notre insu. Pourquoi n'en avons-nous pas conscience? Quel phénomène entretient la confusion entre le vrai et le faux? Pour Daniel Schachter, la réponse est aussi dans l'imagerie cérébrale. Il a découvert que notre conscience, elle, ne faisait pas vraiment la différence entre se souvenir pour de vrai et imaginer quelque chose de très proche. Dans les deux cas, les mêmes zones du cerveau sont activées. L'origine des caprices de notre mémoire se trouve peut-être là. La mémoire a beaucoup en commun avec l'imagination. Imaginer et se souvenir sont deux choses très similaires. Quand nous faisons des expériences d'imagerie cérébrale et que nous demandons aux gens de se souvenir d'expériences passées ou d'imaginer quelque chose qui pourrait avoir lieu dans le futur, nous remarquons que beaucoup des régions activées sont les mêmes dans les deux cas. Par exemple, l'hippocampe. Cette similarité de l'activité du cerveau quand il se souvient et quand il fait appel à l'imagination pourrait en partie expliquer les faux souvenirs. Notre cerveau serait donc coupable de quiproquo, de confondre l'imagination et la mémoire. Comment se fait-il que les millions d'années d'évolution n'aient pas conduit à une machine à souvenirs plus fiable? Un ordinateur, lui, stocke définitivement et sans erreur des milliards de données. Sommes-nous condamnés à être trahis par notre propre cerveau? Pascal Roulet, qui mène ses recherches à l'Université de Toulouse, sonde depuis des années les mécanismes à l'origine de cette imperfection. Il a fait une découverte incroyable. Nous modifions nos souvenirs quand nous les utilisons. Se rappeler change le souvenir. Il appelle cela le syndrome du pêcheur marseillais. On va prendre un pêcheur, il prend un poisson de 10 cm. Donc il va mémoriser l'information, j'ai pris un poisson de 10 cm. Le lendemain, si quelqu'un l'interroge sur ce qu'il a pris la veille, comme il est marseillais, il va avoir tendance à exagérer un petit peu. Donc il va répondre 20 cm. Le problème, c'est qu'il va mémoriser l'information initiale plus l'exagération. Donc il va mémoriser en mémoire à long terme un poisson de 20 cm.
Quand une semaine plus tard, on va lui demander qu'avez-vous pris il y a une semaine, il va se souvenir d'un poisson de 20 cm. Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et donc ça va faire un poisson de 30 cm. Et il va stocker cette information de nouveau en mémoire à long terme. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution progressive du souvenir. À chaque fois qu'on va réactiver le souvenir, eh bien, on va ajouter des petits éléments, et le souvenir initial et le souvenir final peuvent être très différents. À chaque fois que l'on se souvient d'une situation, une modification, un nouveau détail est susceptible de se glisser dans le souvenir. Il y a 15 ans, Pascal Roulet et d'autres chercheurs ont découvert le mécanisme qui explique cette étrange propriété de notre mémoire. En remontant à la surface, un souvenir redevient momentanément fragile et malléable. Alors, lorsqu'une information arrive dans votre cerveau, cette information va être consolidée pour créer un souvenir. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'est lorsqu'on rappelle ce souvenir, il remonte à la surface et il devient fragile. Ce souvenir fragilisé va pouvoir intégrer de la nouvelle information de l'environnement, et pour être stabilisé de nouveau en mémoire, il doit subir le mécanisme de reconsolidation. On a donc ici une fenêtre temporelle où le souvenir peut être modifié. La fragilisation et la reconsolidation du souvenir sont des phénomènes parfaitement inconscients. Nos souvenirs se transforment donc complètement à notre insu. Comment se fier alors à un témoignage, même sincère? But actually, those two witnesses were the entire case for the prosecution. Supposing they're wrong. What do you mean, supposing they're wrong? What's the point of having witnesses at all? Could they be wrong? What are you trying to say? Those people sat on the stand under oath. They're only people. People make mistakes. Could they be wrong? Well, no, I don't think so. You know so. Oh, come on, nobody can know a thing like that. This isn't an exact science. That's right, it isn't. Je suis convaincue que les faux souvenirs constituent un problème majeur dans notre société. J'en suis persuadée, en partie à cause du nombre d'erreurs judiciaires qui ont été découvertes. Des tests ADN ont été pratiqués et ont permis d'innocenter plusieurs centaines de personnes. Ces gens ont passé 10, 15, 20 ans en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, on le sait aujourd'hui. Quand vous vous intéressez à ces cas, vous constatez que c'est en général une mémoire défaillante qui a conduit à de telles erreurs. La sincérité d'un témoignage ne suffit donc pas pour approcher la vérité. Le faux souvenir est une réalité qui empoisonne la justice depuis toujours. Pour pallier ce problème, en France, l'École nationale de la magistrature a mis en place un atelier entièrement consacré à la fiabilité de la mémoire et du témoignage. L'objectif, sensibiliser les futurs magistrats au problème des faux souvenirs. Ils assistent à une scène de meurtre. À eux ensuite de rentrer dans la peau du témoin. Voilà, la projection s'arrête là. Je vous invite à rejoindre les salles. À tout à l'heure. Les étudiants se répartissent ensuite en petits groupes. Chacun va témoigner de ce qu'il a vu. Je peux uniquement vous indiquer à ce stade que vous êtes le témoin qui a prévenu les services de secours dans la scène qu'on a vue et qu'à ce titre, vous allez être entendu par les services de police. Mais j'aimerais en tout cas, dans un premier temps, que vous me décriviez physiquement cet individu qui a tiré sur la dame. Il était brun avec les cheveux courts. J'avoue que je n'ai pas du tout prêté attention à sa tenue vestimentaire. Je dirais qu'il avait le teint plutôt hâlé. Combien de tirs avez-vous entendu ou vu? 2. La personne rentre, pointe et tire. D'accord. Et ces tirs étaient-ils espacés? Non, il les a tirés de façon... c'était pas. Très bien, papa. Voilà. Dans cette salle, le témoin s'en sort plutôt bien. Mais vous allez voir que c'est loin d'être toujours le cas. Entre les oublis, nombreux,
et les inventions pures et simples, il y a autant de témoignages différents que de témoins. On a la chemise à carreaux rouges. Oui, chemise à carreaux rouges, c'est blouson noir et jean. En fait, il y a de tout. On a jean noir, au blanc, au noir, sombre, bleu, rouge. Et on en a 4 mat de peau ou type maghrébin aussi. Vous avez bien entendu. Pour certains témoins, le suspect était de type maghrébin. Pour d'autres, il portait un blouson noir. Rien à voir avec la réalité. Pourquoi certains qui voient là un blouson noir, tous les ans on a des blousons noirs, alors que monsieur porte une chemise rouge à carreaux. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Pour ce psychologue, expert de la mémoire, ce n'est pas une surprise. Et bien sûr, la fiabilité du témoin. Les stéréotypes, les préjugés, les a priori, les idées reçues se glissent en permanence dans nos souvenirs selon un mécanisme psychologique bien connu. Quand le suspect a une arme, donc un pistolet, et braque sur la victime, là, il y a un focus sur l'arme. Donc toute l'attention va être focalisée sur l'arme et le témoin va zapper toutes les informations périphériques, même l'aspect physique du suspect. La mémoire n'a pas le temps de tout enregistrer. Et sur ces manques en fait, d'informations de la scène, rapidement, elle va être comblée par nos connaissances, notre expérience, nos stéréotypes. Je donne un exemple. Dans une vidéo, nous avons montré que c'était une femme qui braquait, alors que le témoin rappelait plus tard que c'était un homme. Donc ça va jusqu'au sexe et bien sûr à la couleur de peau. La mémoire des témoins comble donc spontanément les informations manquantes avec des informations cohérentes, celles qui correspondent à ses propres préjugés. Un témoignage est toujours subjectif, et pour l'instant, la justice est obligée de faire avec. Alors sommes-nous condamnés à subir les caprices de nos souvenirs? Pourrait-on améliorer cette mémoire défaillante? Corriger ces erreurs parfois truffées d'idées reçues et de stéréotypes? Un jour peut-être. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la mémoire normale dans ses mécanismes les plus intimes. C'est le défi que les scientifiques se sont lancés dans le monde entier en plongeant dans l'infiniment petit, au cœur des neurones. Pour cette mission, le bureau japonais de la brigade des faux souvenirs à Sendai a enrôlé un nouvel indice plutôt surprenant, la mouche du vinaigre. Signe particulier, excellente mémoire pour un tout petit cerveau. Il contient 100 000 fois moins de neurones que le nôtre. Un modèle réduit idéal pour comprendre les mécanismes de la mémoire. C'est extrêmement difficile de comprendre la mémoire humaine. Le cerveau est très compliqué, la mémoire est aussi très compliquée. Nous avons besoin d'un système très simple. Et c'est là que les mouches peuvent nous aider. Hiromu Tanimoto est un des rares scientifiques au monde à avoir réussi à créer un souvenir artificiel dans le cerveau d'une mouche. Vous ne le savez peut-être pas, mais la mouche a un cerveau. Un cerveau très performant qui lui permet d'avoir une excellente mémoire. Voici mon laboratoire. Vous pouvez le comparer à une école pour mouches, si vous voulez. Par exemple, dans cette pièce, nous testons la mémoire des mouches. C'est un peu comme une salle d'examen pour elles. Dans cette autre pièce, nous éduquons les mouches. C'est donc en quelque sorte leur salle de classe. Et comme vous pouvez le constater, nous devons les maintenir au calme et dans l'obscurité. Et ça, c'est le dortoir des mouches. Il y a de nombreux mutants ici. Ça fait beaucoup d'étudiants différents. Cette mouche, par exemple, est très importante. Nous sommes parvenus à créer chez elle un souvenir artificiel. Les élèves de cette école un peu particulière ont un programme chargé. Ils passent leur vie dans une machine à apprendre sous la férule du professeur Tanimoto.
Voici la machine à apprendre et voici les mouches. Je récupère les mouches en les aspirant et je les place dans le tube d'entraînement qui est ici. Je les ai soufflées dedans. Maintenant, ces mouches sont exposées à une odeur. Puis, je leur fais subir un choc électrique. Les mouches perçoivent donc une odeur en même temps qu'elles ressentent un choc. Elles apprennent alors à associer dans leur mémoire cette odeur à quelque chose de désagréable. Maintenant, j'arrête le choc électrique, je retire les mouches, et je les place dans une machine qui permet de tester leur capacité à faire un choix. Les mouches sont ici, et en bougeant la machine, je les amène à un endroit où elles doivent prendre une décision. Le choix est simple. Dans le tube de droite circule l'odeur préalablement associée au choc électrique. Dans celui de gauche, une autre odeur, sans lien avec le souvenir désagréable. Maintenant, elles font donc un choix. Et si elles se souviennent que l'odeur est associée à un choc électrique, elles devraient éviter cette odeur. Et voilà, vous constatez qu'il y a plus de mouches de l'autre côté de la machine. L'association du choc électrique et de l'odeur se traduit donc par la fuite des mouches du côté de la machine qui ne comporte pas l'odeur associée au traumatisme. Ce souvenir désagréable, les mouches sont capables de le garder en tête pendant plus d'une semaine. Leur mémoire est certes rudimentaire, mais elle est robuste et facile à mesurer. Exactement ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau. Grâce à ce microscope dernier cri, il est possible de voir s'activer le moindre neurone d'un cerveau de mouche. À force de regarder ces écrans et de démêler l'écheveau des cellules cérébrales, Hiromu Tanimoto a fini par identifier les quelques neurones impliqués dans la perception du choc électrique. Mais beaucoup plus fort, il est même parvenu à prendre le contrôle de ces neurones chez la mouche. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que nous pouvons manipuler ces neurones chez une mouche qui se comporte et se déplace librement. Nous pouvons également bloquer ou activer ces minuscules neurones responsables de l'aversion. Les Japonais ont donc piraté le cerveau des mouches. Ils peuvent, à la demande, déclencher l'activité des neurones qui créent la perception du choc électrique. En d'autres termes, ils génèrent l'impression d'un choc électrique sans faire subir à la mouche le moindre traumatisme réel. Une prouesse technologique sidérante, rendue possible grâce à une manipulation génétique. Si, au moment où l'on active artificiellement ces neurones, on présente une odeur aux mouches, alors elles associent le faux choc électrique à l'odeur réelle. Cette odeur sera désormais un signal de danger pour les mouches. En fait, le parfum active ni plus ni moins qu'un souvenir artificiel, un traumatisme qui n'a jamais eu lieu. Jouer avec quelques neurones a donné aux mouches l'illusion d'un choc électrique, et cette illusion est devenue pour elles un souvenir désagréable. La preuve, quand les mouches sont à nouveau exposées à l'odeur, elles cherchent à l'éviter. Pour le professeur Tanimoto, ce type de souvenirs artificiels n'est pas une finalité en soi. C'est avant tout la démonstration concrète que quelques neurones suffisent à fabriquer un souvenir. Les scientifiques ont donc mis le doigt sur une brique élémentaire du processus de mémorisation, ce qu'on appelle la mémoire associative. C'est sans doute l'une des clés du fonctionnement de notre propre mémoire. Nous avons identifié le mécanisme à la base du fonctionnement de la mémoire associative. Et nous autres, les humains, utilisons cette mémoire associative très souvent. Il s'agit donc d'une fonction essentielle de l'activité de notre cerveau,
de tous les cerveaux en fait. C'est pourquoi nous pensons que ce mécanisme très simple que nous avons découvert peut nous permettre de comprendre le cerveau humain. Pirater directement les neurones chez des animaux de laboratoire permet donc de mettre au jour un processus fondamental de la mémoire, le principe d'association. D'autres équipes dans le monde ont adopté la même stratégie, dans le but de démontrer d'autres mécanismes de la mémoire et à l'aide d'autres suspects. La Brigade des faux souvenirs a créé un bureau à Paris au Centre national de la recherche scientifique. Karim Benchenan a intégré l'équipe sur une intuition un peu folle. Il était convaincu que pour implanter une idée, un souvenir artificiel, il faut agir pendant les rêves. C'était 2 ans avant la sortie du film culte Inception, où le personnage principal, interprété par Leonardo DiCaprio, s'introduit dans les rêves pour manipuler les souvenirs. Karim, tu peux venir, s'il te plaît? Je peux juste vérifier les signaux, mais à mon avis, on a une bonne cellule de lieu. Là, on a des ripples, donc on est bien placé. C'est ce neurone-là que... Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. C'est voilà, j'ai identifié une cellule de lieu. On va déclencher les stimulations pour faire... Dans la réalité, semer une idée dans une cervelle n'est pas simple. Avant d'entrer dans un rêve de souris, Karim et son équipe ont besoin de savoir ce qui se passe dans sa tête quand elle est éveillée. Ouais, c'est bon. Tout est bon comme avant. Bon, je te laisse installer la souris dans l'environnement, moi je vais vérifier les signes. De fines électrodes ont donc été implantées dans une région particulière de son cerveau, l'hippocampe. On y trouve des cellules spécialisées dans la mémoire spatiale, une sorte de GPS interne qui permettent à la souris de se repérer et de mémoriser les endroits qu'elle découvre. Les scientifiques appellent ces neurones les cellules de lieu. Le dispositif permet de suivre précisément l'activité de ces neurones directement sur un écran. Donc là, en fait, on regarde la souris, on est capable de voir la position de la souris en temps réel. Et ce qu'on entend, c'est l'activité d'un neurone. On sait que ces neurones déchargent quand l'animal est dans une position particulière de l'environnement. On pense que l'activité de l'ensemble de ces cellules de lieu forme une carte cognitive. C'est comme si on avait une carte à l'intérieur du cerveau et certains neurones déchargent quand on est à une certaine position dans un environnement. Et d'autres neurones déchargent quand on est dans une autre position. Il faut 5 à 10 minutes pour que cette carte des cellules de lieu se forme. Et une fois que cette carte est formée, ça représente la mémoire de l'environnement pour la souris. Et en fait, on pense que le neurone décharge quand la souris est dans le champ de lieu ou quand elle y pense. Et en particulier, on travaille plus précisément sur le sommeil. Et en fait, on s'aperçoit que le même neurone va pouvoir décharger pendant que la souris dort quand elle réactive, ou pour simplifier, quand elle rêve de l'endroit dans lequel elle était. En superposant les signaux électriques de la journée avec ceux de la nuit, les scientifiques peuvent donc suivre le déplacement virtuel de la souris pendant son sommeil et repérer avec précision quand elle rêve du lieu où se situe le cube orange, par exemple. Ensuite, les chercheurs vont encore plus loin. Ils utilisent une deuxième électrode implantée dans le circuit de la récompense, une zone du cerveau impliquée dans la sensation de plaisir. Quand elle rêve du cube orange, il déclenche artificiellement un sentiment intense de satisfaction. Pour la souris, tout se passe comme si, dans son rêve, elle dégustait à cet endroit un énorme morceau de fromage, par exemple. Et donc là, on vient de la réveiller et on va regarder où elle va, effectivement. Donc elle est un peu endormie. Une fois bien réveillée, la souris vient directement vers le cube orange, comme pour trouver une récompense. Donc en gros, c'est comme si on lui avait inculqué pendant son sommeil le souvenir. Ici, il y a une récompense. Ces expériences menées chez la souris
sont-elles extrapolables à l'homme? Sera-t-il possible un jour, comme dans le film Inception, d'entrer dans nos rêves pour y déposer une idée ou modifier un souvenir? De fait, les recherches du professeur Jan Born montrent que c'est bien sur l'oreiller que notre mémoire est la plus vulnérable. Le sommeil n'est pas seulement un intervenant passif dans le processus de mémorisation. Il ne se contente pas de protéger les informations acquises, mais il joue un véritable rôle actif. Il a en effet été prouvé que les informations récemment acquises sont réactivées au niveau neuronal pendant le sommeil, en particulier dans le sommeil profond. Ces informations sont en quelque sorte relues, ce qui permet de les transférer plus efficacement de la mémoire temporaire vers la mémoire à long terme, située dans le néocortex. L'équipe de Jan Born a mis le doigt sur l'instant précis où le sommeil transforme les informations apprises en souvenirs. Grâce à un simple électroencéphalogramme, les chercheurs identifient les ondes cérébrales qui traduisent le stockage des souvenirs de la journée dans la mémoire à long terme. Je vais maintenant placer les électrodes de l'électroencéphalogramme qui mesurent l'activité du cerveau. Elles vont nous permettre de suivre les différentes phases de votre sommeil. L'expérience qu'ils ont mise au point permet d'améliorer la mémoire qui se forge pendant le sommeil. Tatabsicht. Gebäude, Hotel. Le sujet se livre à un exercice d'apprentissage consistant à mémoriser des couples de mots juste avant d'aller dormir. Je vous donne également des écouteurs qui vont nous permettre de stimuler votre activité cérébrale pendant le sommeil profond. L'expérience va commencer. Je vous souhaite une bonne nuit. Pour cette expérience, les scientifiques avaient formulé l'hypothèse qu'une impulsion sonore capable d'amplifier les oscillations du cerveau pendant le sommeil permettrait d'améliorer la mémorisation. Pour y parvenir, encore faut-il déclencher l'impulsion sonore pile au bon moment, lorsque ce qui a été appris la veille se consolide en mémoire à long terme. Nous voyons sur ce moniteur que le sujet n'a pas bougé depuis longtemps et qu'il dort. Nous distinguons ici des pics prononcés et lents. Ils correspondent au sommeil profond qui joue un rôle primordial dans la consolidation de la mémoire. L'objectif de notre expérience est de renforcer ces oscillations lentes en envoyant des stimulations sonores. Voilà le résultat. Vous voyez que ce bruit augmente l'amplitude de l'oscillation. Nous pouvons comparer ce phénomène à une balançoire qui se balance fortement. Lorsque la balançoire est au plus haut, nous utilisons un son pour lui donner une impulsion et la maintenir plus longtemps en mouvement. Nous réactivons ainsi, en quelque sorte, les informations acquises et optimisons leur transfert de l'hippocampe vers le cortex. Le sujet est testé au saut du lit. L'exercice consiste à retrouver les couples de mots appris la veille. En moyenne, une personne normale retrouve 15 couples de mots sur 80. Mais si sa mémoire a été dopée par l'impulsion sonore, le score s'envole à 25 couples de mots. Une amélioration significative qui ouvre la porte à des manipulations plus impressionnantes. Nos recherches nous donnent la possibilité de modifier la mémoire de manière ciblée. Avec cette méthode, nous pouvons envisager d'effacer des souvenirs, de les écraser avec de nouvelles données.
nous pouvons manipuler le contenu de la mémoire pendant le sommeil, c'est-à-dire lorsque le sujet se trouve dans un état dans lequel il n'a pas ou quasiment pas de contrôle sur lui-même. Que ce soit chez la mouche, la souris ou même chez l'homme, les manipulations de la mémoire en laboratoire ont déjà permis de mieux comprendre la formation de nos souvenirs, le fonctionnement de nos neurones. L'énigme de notre mémoire n'est toujours pas entièrement résolue, mais toutes ces découvertes pourraient nous aider à guérir certains dysfonctionnements de notre cerveau, comme les souvenirs traumatiques. Pour bien comprendre, il nous faut d'abord retourner dans le laboratoire de Pascal Roulet. Il est passé par la fenêtre de reconsolidation de la mémoire pour entrer par effraction dans le cerveau d'une souris et lui effacer un souvenir. Dévaliser la mémoire d'une souris passe par une expérience sophistiquée d'apprentissage. Plongée dans une piscine, elle apprend à localiser une plateforme, seule solution pour elle pour se reposer. Le lendemain, remise dans le bain, elle retrouve immédiatement la plateforme. Elle a donc parfaitement retenu la leçon. L'expérience consiste alors à injecter au bon moment dans le cerveau de la souris une substance qui va bloquer la reconsolidation. Le souvenir n'est pas reconsolidé, il va rester fragile et la souris va perdre ce qu'elle a initialement mémorisé. Tout se passe comme si on avait effacé sa mémoire. Résultat, grâce à l'injection de cette molécule qui perturbe l'activité des neurones, la souris cherche à nouveau la plateforme comme si, au cours de sa vie, elle n'avait jamais vécu cette expérience. C'était une surprise parce que ce phénomène de réactivation de la mémoire, reconsolidation de la mémoire, était quelque chose de très fort. Donc ça nous a obligés à revoir nos théories sur la mémorisation. Donc la remise en mémoire au niveau hippocampique, au niveau cortical. Et puis ça a ouvert énormément de portes en disant si on peut agir sur la mémoire, si on peut refragiliser un souvenir même s'il a 10 ans, est-ce qu'on ne peut pas agir dessus dans certaines pathologies ? En ligne de mire, le syndrome de stress post-traumatique. Ceux qui en souffrent sont prisonniers de leurs souvenirs, submergés par les sensations et les émotions qui ressurgissent inlassablement. C'est un souvenir toxique, hors de contrôle, qui s'impose contre leur gré et empoisonne le présent. Tout est soufflé autour de moi. Je perds conscience. Puis je reviens à moi. J'ai peur de mourir. Les victimes de la catastrophe de l'usine AZF en 2001 vivent aujourd'hui encore hantées par le souvenir de l'événement. Un nuage jaunâtre qui pique les yeux et la gorge recouvre la zone où je me retrouve. Certaines sont suivies dans le service de Philippe Birme, psychiatre spécialiste du syndrome de stress post-traumatique. Je vois un ouvrier qui pend dans le vide à la hauteur d'un étage. Son bras est coincé dans les blocs de béton. Il hurle. Je ne peux rien faire pour lui. Nous avons un cercle vicieux qui s'installe, les souvenirs intrusifs, diurnes et cauchemars, les comportements d'évitement, les cognitions négatives qui s'installent avec la perception mauvaise de soi ou du monde. Je suis nul, j'ai pas su faire face, j'ai pas pu m'en sortir, c'est à cause de moi ou c'est à cause de lui. Vous ruminez sans cesse des sentiments de peur, de honte, de culpabilité. Quand ça dure depuis au moins un mois, vous souffrez d'un état de stress post-traumatique. Même pour se débarrasser d'un souvenir toxique, pas question, comme chez la souris, d'injecter une substance directement dans le cerveau du patient. La solution ? Le propranolol, un médicament courant prescrit pour calmer le stress et les angoisses qui atténuent les émotions. Absorbé pendant la fenêtre de reconsolidation, il va désamorcer le souvenir traumatique. Deuxième étage. Cette patiente, victime d'un accident de voiture en 2012, fait partie des essais cliniques. Descente. Donc le protocole consiste à faire venir la personne au centre d'investigation clinique. On demande au sujet de rédiger sur une page, à la première personne, au présent, l'histoire, le scénario de son expérience traumatique, de son accident, de son agression, de la catastrophe où il a été victime.
au présent, à la première personne, avec un maximum de détails contextuels, émotionnels. Bonjour. Concrètement, à chaque nouvelle séance, le patient prend du propranolol juste avant de replonger dans le souvenir traumatisant. Les pompiers me demandent où j'ai mal. On met une couverture sur moi. J'ai mal au genou car le tableau de bord me tombe dessus. Ils découpent mon blouson et mon pull pour me prendre l'attention. Ils doivent me désincarcérer de la voiture. Je ne suis pas bien, j'ai froid. Oui, j'arrive pas à passer ce cap de culpabilité, comme vous m'avez dit, que je ne sois pas culpable. Il faut que je me sorte de la tête que je suis responsable. Et ça, c'est un cap que j'arrive pas à passer. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est moins envahissant, que ça déborde moins, que ça s'impose moins à vous? Oui, mes crises de larmes, c'est un peu atténué dans le cadre. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Et bonne fête. Merci, au revoir. Au revoir. Le protocole prévoit 6 séances. Cette patiente en a encore 2 à faire pour terminer son traitement. Il ne faut pas croire qu'on efface les souvenirs, on modifie la charge émotionnelle négative du souvenir pour en faire un souvenir de la vie quotidienne, ressemblant au souvenir de la vie quotidienne, et non plus intrusif parce que chargé d'émotions et de sensations physiques. À la fin de l'étude clinique, tous les patients testés seront évalués pour vérifier l'efficacité de l'approche. Mais les premiers résultats obtenus avec les victimes de la catastrophe AZF sont prometteurs. Voilà. Il y a 8 victimes qui ont bénéficié de ce traitement à Toulouse et il y en a 7 sur 8 qui ont guéri. C'est-à-dire que c'est des gens que nous avons suivis jusqu'à 6 mois après la dernière séance de traitement et qui, 6 mois après, n'étaient plus symptomatiques ou avaient des symptômes inframorbides, avaient des souvenirs de l'événement, mais qui n'étaient pas morbides dans le sens où l'état de stress post-traumatique est morbide. L'idée de désamorcer les souvenirs, d'en réduire la charge émotionnelle pour apaiser les angoisses, s'impose peu à peu. Les victimes des attentats de Paris en novembre 2015 bénéficient également de ce traitement expérimental du stress post-traumatique. Mais la manipulation de la mémoire ouvre des perspectives médicales plus incroyables encore. Dissimulée dans les méandres encombrés du cerveau, la mémoire contient des souvenirs oubliés, délaissés ou même perdus à cause d'un accident ou de la maladie d'Alzheimer. Si nous prenons les lettres ou les mots comme une métaphore de la mémoire, un problème de stockage où la mémoire est entièrement perdue serait comparable à un livre brûlé. Vous ne pourrez jamais retrouver cette information. Mais si vous imaginez un livre mal rangé dans une bibliothèque, il est quelque part sur une étagère, mais vous ignorez où. Vous ne savez pas comment le retrouver. Vous n'avez pas perdu l'information en elle-même, mais vous avez perdu le catalogue de la bibliothèque qui vous permet de retrouver cette information. La question est donc, comment pouvons-nous identifier les souvenirs égarés chez des patients amnésiques et par quels moyens les retrouver pour eux? Retrouver un souvenir perdu chez des souris souffrant de la maladie d'Alzheimer, c'est la prouesse réalisée dans ce laboratoire du célèbre MIT. Grâce à une toute nouvelle technique utilisant un flash de lumière laser, Susumu Tonegawa est en mesure de prendre le contrôle de quelques neurones et de jongler avec les souvenirs. Une découverte qui pourrait lui valoir un 2e prix Nobel. Grâce à une fibre optique implantée dans le cerveau, nous atteignons directement les neurones, qui sont activés pendant l'apprentissage et l'acquisition du souvenir. Nous utilisons une lumière bleue pour activer ces neurones. Et cela permet à l'animal de se rappeler d'un souvenir précis. La technique utilisée est un mariage incroyable entre génétique et technologie laser, l'optogénétique. Il faut d'abord aller chercher dans une algue très particulière un gène qui fabrique une protéine qui fonctionne comme un panneau solaire. Elle transforme la lumière en électricité. Puis on transfère ce gène dans la région du cerveau où se forme la mémoire.
Grâce à une manipulation génétique, seuls les neurones impliqués dans ce que la souris vient d'apprendre se retrouvent équipés de cette protéine étrangère. Un flash lumineux suffit alors à activer ces neurones et à rappeler ce souvenir, et ce souvenir seulement. Mon étudiant a découvert que si nous arrivions à marquer les cellules chez des souris souffrant d'Alzheimer précoce et que nous parvenions ensuite à les illuminer grâce à la lumière bleue, alors tout ce qui a été oublié réapparaissait. En d'autres termes, chez ces souris au stade précoce de la maladie d'Alzheimer, l'information est toujours présente dans le cerveau. Car même si la souris est incapable de se souvenir spontanément, l'information est toujours là. Et nous pouvons la récupérer artificiellement grâce à l'optogénétique. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'optogénétique n'est évidemment pas applicable telle qu'elle chez l'homme, mais les failles de notre mémoire et nos souvenirs perdus sont clairement dans le radar de cette révolution technologique. Pour être en mesure de traiter une amnésie pathologique chez l'homme, nous devons d'abord trouver où les souvenirs perdus étaient localisés. Quels neurones exactement contenaient ces souvenirs avant que le patient ne perde la mémoire? En laboratoire, chez la souris, nous suivons le processus de A à Z. Nous pouvons voir où le souvenir se trouve avant l'oubli. Et cela, chez l'homme, pour l'instant, nous ne savons pas faire. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas la solution aujourd'hui que nous ne l'aurons pas demain. Il faudra des années encore avant que la mise en lumière des mécanismes neuronaux de la mémoire vienne au secours de nos souvenirs qui s'envolent. Les petites trahisons, les infidélités de notre mémoire sont évidemment un peu blessantes, voire inquiétantes. Mais la découverte de la malléabilité des souvenirs constitue aujourd'hui une formidable opportunité pour pallier les défaillances de notre cerveau.